Joyeux anniversaire. Tu es livré à toi-même, ont dit mes parents. Pas de gâteau. Juste une valise. Ils m'ont mise à la porte. Je suis parti sans rien sauf une signature. Des mois plus tard, ils ont voulu revenir. J'ai eu 25 ans un mardi. Pas de fête, pas de gâteau, juste un coup frappé à la porte de la maison d'amis vers 7 heures du matin. C'était mon père, Martin Reed. Ses manches étaient retroussées comme s'il s'apprêtait à faire du jardinage, mais ses yeux étaient vifs, alertes, comme si quelque chose allait être exécuté. « Viens à la cuisine, dit-il, nous devons parler. » Je l'ai suivi par le portail arrière et dans la maison. Je n'étais pas entré dans la maison principale depuis plus d'une semaine, pas depuis que mon frère avait réemménagé. La cuisine sentait le pain grillé et le café. Ma mère était à table, déjà habillée, sirotant sa tasse comme si c'était un jour ordinaire, comme si ce n'était pas mon anniversaire, comme si rien ce matin n'était inhabituel. Il n'y avait pas de ballon, pas de cartes. Mais il y avait une valise près de la porte. Ma valise, celle en cuir marron avec mes initiales junior gravées sur le côté. Elle n'avait pas servi depuis l'université. Je l'ai regardée, puis je les ai regardées. Ma mère n'a pas souri. Tu as 25 ans maintenant, Juliana. Il est temps. J'ai attendu. Quoi, je ne sais pas. Peut-être une raison qui ait du sens. Peut-être juste que quelqu'un dise qu'il était désolé. Mon père s'est raclé la gorge. Nous avons décidé. Il est temps que tu déménages. Aujourd'hui, ai-je demandé. Ma voix est sortie faible, presque comme celle de quelqu'un d'autre. Il a hoché la tête. L'entreprise d'Austin a besoin de l'espace. Il utilisera la maison d'amis pour l'instant. Je suis resté là, sans discuter, sans pleurer, juste immobile. Ma mère s'est levée, s'est approchée de la valise et l'a fermée complètement. Tes affaires essentielles sont emballées, dit-elle. Nous avons pensé que cela te ferait gagner du temps. Ma gorge s'est nouée, mais je n'ai rien dit. Ils ne m'ont pas demandé où j'irais. Ils ne m'ont pas proposé de liste d'endroits ni même un taxi. Ils ont juste ouvert la porte. Je suis sorti dans l'air matinal, une valise à la main, et le bruit de la porte se refermant derrière moi. C'était tout. C'était mon anniversaire. Je n'ai pas pleuré en arrivant au bout de la rue. Je n'ai même pas arrêté de marcher. Juste un pied devant l'autre, comme en pilote automatique. Comme si mon corps savait quelque chose que mon cœur n'avait pas encore rattrapé. Il l'avait planifié. Cette valise était trop bien rangée, trop efficace. Mais la vérité, ça n'a pas commencé ce matin-là. Ça a commencé il y a des années. Peut-être au moment où Austin est né. Il avait 3 ans de moins. Cheveux blonds, large sourire, énergie débordante. Le genre d'enfant que les gens applaudissaient naturellement même quand il n'avait pas fait grand-chose. Regardez-le faire, disait-il. Un tel meneur. À 10 ans, il jouait au football en déplacement et faisait déjà partie d'un comité de direction à l'école. Ma mère ne manquait jamais un match. Pas un seul. J'ai peint une fresque murale dans la bibliothèque de l'école quand j'avais 14 ans. Ça m'a pris 2 semaines, après l'école, tous les jours. Personne de ma famille n'est venu la voir. Ils ont dit qu'ils étaient juste très occupés cette semaine-là. Austin est allé à l'université à New York. Une université privée avec un programme de commerce qui coûtait plus cher par semestre que mes 4 années entières à Greenville Tech. Mes parents ont payé chaque centime. Je suis resté sur place, j'ai obtenu des bourses, j'ai servi des tables le soir, j'ai conçu des sites web pour mon dortoir juste pour pouvoir m'acheter des livres. Quand j'ai eu mon diplôme, ils m'ont demandé si je voulais réemménager dans la maison d'amis pour un loyer modeste. J'ai accepté. J'avais besoin de l'espace. Je n'ai rien demandé d'autre. Austin est revenu 2 ans plus tard. Pas de travail, juste une vision. Mon père lui a donné de l'argent de démarrage. Ma mère a vidé le garage pour qu'il ait de la place pour réfléchir. Ils lui ont organisé une fête de lancement dans le jardin, traiteur, musique, bannière imprimée. J'ai aidé à concevoir sa présentation. Je ne l'ai pas facturé. Je n'ai pas eu de remerciements non plus. Ils ont dit à tout le monde, Austin va changer le monde. Personne ne m'a jamais demandé sur quoi je travaillais. Ce n'était pas de l'amertume. Pas exactement. Plutôt de l'invisibilité. Il y a une sorte de silence qui grandit en vous quand vous êtes toujours le personnage secondaire de votre propre vie.
Quand vos victoires sont des notes de bas de page et votre présence une simple politesse. J'ai arrêté d'essayer de les impressionner à l'époque où Austin a eu une nouvelle voiture et où je me rendais encore à vélo à mes contrats de freelance. Une fois, j'ai entendu mon père au téléphone. Il a dit, c'est vers Austin que nous construisons. Jules est stable. Stable comme une étagère ou une application météo. Je pensais que peut-être un jour ce serait une bonne chose. Qu'être constante signifierait qu'on me ferait confiance, qu'on aurait besoin de moi. Mais à la fin, ils n'ont même pas dit merci, ils ont juste emballé mes affaires et donné l'espace à celui qui en avait déjà pris tant. Le pire, ce n'était pas d'être mise à la porte. C'était de réaliser qu'ils n'avaient jamais pensé que j'allais quelque part qui vaille la peine d'être suivi. Et je les avais crus pendant longtemps. Jusqu'à maintenant. Le motel sentait le vieux nettoyant au citron et quelque chose en dessous qui n'avait pas été lavé depuis des semaines. J'ai glissé la carte clé. La porte s'est coincée avant de s'ouvrir avec un grincement. Chambre 107. Pas de vue, juste un lit simple, une lampe et un mur qui bourdonnaient à cause du distributeur automatique de l'autre côté. Ça n'avait pas d'importance. Je ne restais pas longtemps. Je ne pouvais pas me le permettre. J'ai laissé tomber la valise par terre et me suis assise sur le bord du lit, tenant toujours la poignée comme si je n'étais pas sûr d'avoir encore le droit de la lâcher. Ils avaient vraiment tout emballé. Brosse à dents, chargeur, chaussettes, tout soigneusement plié comme s'ils voulaient que cela paraisse attentionné, propre. J'ai ouvert la poche principale, fouillé à travers les couches. Ce n'est qu'en ouvrant le rabat avant que je l'ai trouvé, glissé à plat contre la doublure intérieure. Une enveloppe. Pas de timbre, pas de marque, sauf mon nom, Juliana, de l'écriture de mon grand-père. Net, mesuré, intentionnel. Je n'avais pas vu cette écriture depuis presque 10 ans. Grand-père Henri, le père de mon père. Il est décédé quand j'avais 15 ans. Il me laissait m'asseoir à côté de lui à sa table à dessin. Il m'a montré comment tenir une règle en T, m'a dit que les bâtiments n'étaient pas faits d'acier. Ils étaient faits de clarté. Ça, dit-il une fois en tapotant une ligne de croquis nette, c'est ce que signifie ne pas perdre de temps. J'avais oublié qu'il m'avait donné quelque chose à l'enterrement. Une enveloppe scellée. Pas avant tes 25 ans, avait-il dit. Je ne l'avais pas ouverte. Je l'avais glissée à l'intérieur de cette valise pour la mettre en sécurité, pensant que ce jour était encore loin. Apparemment, ce jour, c'était aujourd'hui. Je suis restée assise longtemps, l'enveloppe sur mes genoux, un doigt posé sur le pli. Une partie de moi ne voulait pas l'ouvrir. Pas ici. Pas dans un motel qui sentait l'eau de Javel et la perte. Mais une autre partie, celle qui venait d'être effacée sans avertissement, avait besoin de savoir si quelqu'un m'avait jamais vu clairement. J'ai glissé mon pouce sous le rabat et l'ai ouverte. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait 3 choses. La première était une lettre. 2 pages dactylographiées mais signées à la plume. Chère Juliana, commençait-elle. Si tu lis ceci, alors tu as eu 25 ans. Et cela signifie que les conditions que nous avons fixées sont maintenant à toi de les réclamer. Mon grand-père écrivait comme il parlait, pas de mots superflus, pas de fioritures. Il parlait de l'entreprise familiale, Reed & Timberland. Comment il l'avait bâtie à partir d'une scierie et d'un seul camion. Comment il avait vu mon père la faire grandir, mais aussi la rendre plus étroite. Martin a de l'ambition, écrivait-il, mais pas toujours de vision. Et la vision, Juliana, c'est ce que tu as toujours eu. Il disait l'avoir vu très tôt. Comment j'étudiais les bâtiments, remarquais des détails que les autres ignoraient, comment j'utilisais la couleur et l'espace comme un langage. Tu n'es pas bruyante, tu es précise. C'est le genre d'esprit que les entreprises oublient de récompenser. Moi pas, le deuxième élément était un document légal notarié. J'ai reconnu l'en-tête. Il appartenait à Harper & Lindell, le cabinet d'avocats qui s'occupait de la plupart des affaires de notre famille. Le document était un transfert de participation, 15%. 15% de Reed & Timberland Corp., effectif le jour de mon 25e anniversaire. Personne ne peut le révoquer, écrivait-il. Ils peuvent retarder. Ils peuvent ignorer. Mais la propriété est à toi. Et si tu le choisis, ta voix à la table en vaut 2. Mon souffle s'est coupé. J'ai relu. 15%. Je n'étais pas sûr de savoir encore ce que cela signifiait. Pas en dollars, pas en pouvoir légal, mais c'était plus que tout ce qu'on m'avait jamais donné, plus qu'une permission. C'était une présence.
Le troisième élément était un nom et un numéro, Hélène Whittaker, conseil en succession, Harper & Lindell. Et en dessous, une note de son écriture, s'ils ne te l'ont jamais dit, appelle-la. Cette phrase m'a frappé plus fort que tout le reste. S'ils ne te l'ont jamais dit. Il savait. Il savait qu'il pourrait me le cacher. Et il l'avait fait. 10 ans. 10 années entières. J'avais travaillé tard dans la nuit, courant après les factures, corrigeant des logos pour de petits clients professionnels, pendant tout ce temps où ils étaient assis là-dessus. J'ai regardé le plafond de la chambre de motel. Le bourdonnement du distributeur automatique me semblait plus fort maintenant. Puis j'ai baissé les yeux sur le numéro. Je ne me sentais pas en colère. Pas encore. Mais quelque chose en moi a changé, quelque chose de froid, de vif et de constant. Ils pensaient m'avoir effacé. Ils avaient oublié quel jour c'était vraiment. Le lendemain matin, je me suis habillé avec les mêmes vêtements que la veille. Un jean simple, un blazer sombre et des ballerines qui avaient connu des jours meilleurs. J'ai soigneusement rangé les documents dans une pochette en plastique que j'avais achetée à la station-service d'en face. Elle était mince et un peu fragile, mais elle faisait l'affaire. Puis j'ai appelé le numéro. Hélène Whittaker, conseil en succession. Son assistante a décroché à la 3e sonnerie. Madame Whittaker est en réunion. Puis-je prendre un message? J'ai donné mon nom. Il y a eu une pause, du genre qui dure plus longtemps qu'elle ne le devrait. Juliana Reed a redemandé la voix. Oui. Un instant, s'il vous plaît. Un clic, puis un autre. Puis Hélène elle-même est venue au téléphone. Mademoiselle Reed, dit-elle. Sa voix était calme, professionnelle, mais plus chaleureuse que ce à quoi je m'attendais. J'attendais cet appel. Elle m'a donné l'adresse. Harper & Lindell se trouvait dans un immeuble bas du centre-ville, niché entre un café et un service de notaire. Cela ne ressemblait pas à un endroit où les gens changeaient leur vie, mais pour moi, ça l'était. Elle m'a rencontré dans le hall. Milieu de la cinquantaine, yeux vifs et gentils. Nous ne nous sommes pas serré la main. Elle a juste hoché la tête et dit « Venez avec moi ». Son bureau était soigné mais pas intimidant. Il y avait une photo d'elle et d'un Golden Retriever sur l'étagère, ce qui m'a immédiatement plu chez elle. « Je suppose que vous avez apporté ce que votre grand-père vous a laissé ?» demanda-t-elle. J'ai tendu l'enveloppe. Elle l'a feuilletée rapidement, ses yeux parcourant chaque page avec la précision de quelqu'un qui a fait cela 1000 fois. « Ce sont les originaux », confirma-t-elle. « Bien. » Elle s'est tournée vers son écran, a tapé quelque chose, puis s'est arrêtée. « Juliana, » dit-elle en me regardant directement, « votre nom est sur les registres depuis 10 ans, mais vos parents n'ont jamais répondu aux avis de vérification annuels. » Ils ne me l'ont jamais dit, ai-je dit. « Je sais », soupira-t-elle. « Mais vous êtes là maintenant, et cela signifie que nous pouvons tout finaliser. » Au cours des 30 minutes suivantes, elle m'a expliqué ce que signifiaient les 15%, dividendes, droit de vote, accès au dossier. C'était réel. Tout cela. Je n'étais pas seulement quelqu'un qu'ils avaient oublié de célébrer. J'étais quelqu'un avec un siège qu'ils ne pouvaient pas m'enlever. Quand nous avons eu fini, j'avais une copie du certificat de propriété mis à jour, une pile de documents juridiques et un nouveau dossier. Celui-ci en cuir véritable, avec le logo doré du cabinet gravé sur la couverture. Alors que je me levais pour partir, Hélène a dit, encore une chose. Je me suis retourné. Elle m'a tendu une carte de visite. Si quelqu'un remet en question votre rôle, dites-lui de m'appeler directement. Je l'ai glissé dans ma poche, et hoché la tête une fois et suis sorti. Je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas envoyé de message. J'ai juste continué à marcher. Je ne suis pas retourné au motel. Après avoir quitté le cabinet d'avocat, j'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à un café avec un bon wifi et un coin tranquille à l'arrière. J'ai ouvert mon ordinateur portable, tapé 2 mots dans la barre de recherche, espace studio. Je ne voulais pas grand-chose, juste de la lumière et une porte qui se verrouillait de l'intérieur. À la fin de la journée, j'avais trouvé un petit loft juste à l'extérieur de la ville. C'était une ancienne galerie d'art. Mur blanc, haute fenêtre, une lucarne qui laissait entrer le genre de soleil matinal sous lequel on pouvait travailler pendant des heures. J'ai signé le bail avec l'argent de mon premier chèque de dividende. Le deuxième chèque a servi à l'aménager. Un bureau, un canapé, un lampadaire en forme de branche d'arbre. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi.
Pas de loyer à mes parents, pas de charge au nom de quelqu'un d'autre. J'ai emménagé un jeudi, seul. Pas de carton, juste la même valise et le même dossier qu'Hélène m'avait donné. J'ai déballé lentement, accroché 3 de mes estampes préférées au mur. Puis je me suis assise au bureau et j'ai ouvert un nouveau document. En haut, j'ai tapé « Jules Reed Studio ». C'était le nom. Pas Reed Design, pas Juliana Créative, juste le mien. Au cours des semaines suivantes, j'ai reconstruit mon site portfolio, contacté d'anciens clients, redessiné mon modèle de facture. Tout ce qui me semblait auparavant fragmentaire a commencé à me paraître permanent. Et puis, un après-midi, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai commandé une plaque. Rien de grand, juste un petit rectangle de laiton de 4 pouces de large. La gravure était simple, Jules Reed Studio. Dans le calme, j'ai construit. Je l'ai vissé au mur à côté de l'entrée, et passé mon pouce dessus une fois, puis j'ai reculé et les regardé. Ce n'était pas une vengeance. Ce n'était pas une déclaration. C'était un repère, une façon de dire « j'étais là ». J'avais de l'importance, même quand vous ne le voyez pas, je ne l'ai dit à personne. Je ne l'ai pas publié. Je me suis juste mise au travail. Avec le temps, les clients sont venus, de petites entreprises d'abord, puis un groupe de soins de santé, puis une start-up de Chicago qui m'avait ignoré un an auparavant et qui voulait maintenant une refonte complète de sa marque. J'ai facturé le double. Ils ont payé sans hésiter. La nuit, je m'asseyais près de la fenêtre avec du thé et du silence, pas de voix derrière les murs, pas de bruit de pas dans les escaliers, pas de rappel de ce que je n'étais pas, juste de la lumière, de l'espace et mon nom gravé dans le métal là où personne ne pouvait l'effacer. L'appel est arrivé juste après 21h. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai répondu quand même. Vieille habitude. Juliana? C'était Austin. Sa voix semblait différente. Pas suffisante, pas forte, faible. C'est moi, ai-je dit sèchement. Une pause. Puis, je ne savais pas si tu décrocherais. Une autre pause. Il a pris une inspiration. J'ai besoin d'aide. Je n'ai rien dit. L'application a planté. Pas seulement le code, tout. Nous avons perdu nos investisseurs de démarrage. La banque a gelé notre compte. Ces mots se bousculaient, rapides et sans direction. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne ce qui se passe. Quelqu'un qui puisse aider à arranger les choses. Je n'ai toujours rien dit. Il a continué. Papa panique. Ils ont utilisé une partie de l'entreprise familiale comme garantie sans l'accord du conseil d'administration. Si cela devient public, ce sera mauvais pour tout le monde, pour tout le monde. Il voulait dire, eux. Il ne m'a pas demandé où j'étais allé après qu'ils aient fait ma valise. Il ne m'a pas demandé comment j'allais, juste, j'ai besoin. Je ne sais pas qui d'autre appeler, dit-il. Maman pensait que peut-être tu. Il s'est interrompu, attendant. Je me tenais près de la fenêtre de mon studio, regardant la rue calme. La lumière du lampadaire se déversait comme du miel sur mon sol. Pendant un instant, j'ai presque oublié à qui je parlais. Puis je me suis souvenu, il ne m'avait pas appelé quand j'avais eu 25 ans. Il ne m'avait pas appelé quand j'étais parti. Il m'appelait maintenant parce qu'il avait échoué, et moi non. L'appel suivant est arrivé le lendemain soir. Cette fois, j'ai reconnu le numéro, la ligne de la maison, celle qu'il n'utilisait jamais sauf si c'était grave. J'ai laissé sonner 5 fois, puis 6. Puis j'ai décroché. Juliana? La voix de ma mère, plus basse que d'habitude, faible, mais essayant toujours de sonner comme une autorité empreinte d'inquiétude. J'ai entendu dire que tu avais parlé à Austin, dit-elle. J'ai écouté, ai-je répondu, après un temps. Nous traversons une période difficile en ce moment, dit-elle. Mais cela ne l'affecte pas seulement lui. Cela nous affecte tous. Tous. Il disait toujours, nous, comme si je n'étais jamais parti. Comme s'il ne m'avait pas mis à la porte avec mon nom sur une valise. Elle a continué à parler. L'entreprise est en danger. Ton père essaie de limiter les dégâts, mais nous avons besoin de soutien. Juridique, financier, juste quelqu'un que le conseil d'administration écoutera. Puis vint la vraie demande. Nous sommes au courant pour les actions, dit-elle. Nous savons ce que ton grand-père t'a laissé. Enfin, il savait que je savais. Nous espérions, dit-elle, que tu interviendrais,
que tu aiderais à préserver ce qu'il a construit. J'ai attendu, puis j'ai demandé, est-ce la même entreprise dont vous m'aviez dit que je ne ferais jamais partie? Juliana. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Ce n'est pas moi, ai-je dit. Je me souviens juste clairement. Mon père a alors pris le téléphone. Sa voix était ferme, exercée, la voix d'un homme habitué à être obéi. Ta mère et moi avons fait des erreurs, dit-il. Mais ce n'est pas le moment pour le ressentiment. Nous demandons de l'aide. J'ai regardé la plaque sur mon mur, Jules Reed Studio. Dans le calme, j'ai construit. Je ne suis pas en colère, lui ai-je dit. Alors tu vas aider? Non, ai-je dit doucement. Je me souviens juste de ce que tu as dit. Que veux-tu dire? J'ai laissé les mots reposer avant de répondre. Tu m'as dit que je n'étais pas de la famille, et je t'ai cru. Puis j'ai raccroché. Ce soir-là, je suis entré seul dans mon studio. La lumière était douce. L'air sentait le papier et le pain. Ma bougie préférée brûlait près de la fenêtre. J'ai pris une photo de la plaque près de la porte, Jules Reed Studio. Dans le calme, j'ai construit. Dans le silence, j'ai été vu. Je l'ai jointe à un SMS. Pas de message, pas d'explication, juste l'image. Et je l'ai envoyé au numéro de mon père. Le même qui m'avait appelé un jour pour me dire, tu es livré à toi-même. Je n'ai jamais eu de réponse. Je n'en avais pas besoin. Certaines portes n'ont pas besoin d'être claquées. Elles se ferment doucement d'elles-mêmes.